Salut à tous, c'est Bang Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode SIVA. Toujours avec Damli Pasco. Salut Lee. Salut Franck. Pour la dernière fois de l'année 2024, avant son voyage vers la terre des wombats. Oui, aux antipodes. Des wombats. Et Lee va partir un bon mois, ce qui est cool. Elle va voir tout le monde et elle va se requinquer. Elle va reprendre plein d'énergie au pays donc des. Oui, je vais revenir bronzé, mes pauvres. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais revenir bronzé. Et vous, les pauvres, vous êtes en plein hiver. Ouais. Et puis alors, par chez nous, c'est moche. Hein. Ah ouais, bah. Ouais, non, mais tant mieux. Tu vas prendre pour nous, tu vois, c'est différent. Tu vas diffuser après la chaleur australienne au travers de nos podcasts. Ouais. Promesse. On va aujourd'hui donc continuer l'interview de José. J'allais zapper cette suite et c'est Lee qui m'a dit mais non, on est en train de faire l'interview. Donc effectivement, on va continuer cette interview. Je vous rappelle, c'est l'interview qui a été proposée dans Counseling and Values avec Alice McKnight, qu'on rappelle être la femme de Harry McKnight, qui a été un des premiers à suivre le boulot de José. Une fois que la méthode a été posée. Oui, et l'article date de 1977, n'est-ce pas? 1977, exactement. Alors, c'est intéressant parce que là, on en a parlé il y a pas mal la semaine dernière sur d'autres sujets. C'est la seule étude répertoriée dans les magazines de scientifiques. D'accord? Donc, c'est vraiment à prendre en compte comme notion. C'est quelque chose qui, pour nous, Lee et moi, on cherche beaucoup des validations scientifiques, des études qui corroborent avec des choses. Le seul article vraiment qui est sorti dans une revue, qui a été reviewé, c'est vraiment cet article-là. C'est pour ça que pour nous, c'est assez intéressant de le lire. Pour ceux qui suivent les cours avancés, en tout cas celles qu'on a la chance d'avoir de 72, on voit bien que 77, il est plus posé sur ce qu'il est en train de proposer. En plus, il sait que c'est dans un article qui est très ouvert. Hein. Alors, on vous l'a dit la dernière fois, mais Counseling and Values, ils acceptent tout ce qui est spiritualité, religiosité, tant que ça s'associe à un moment ou à un autre avec de la psychologie, du counseling, etc., etc. Donc, on continue. Le passage de la conscience objective à la conscience subjective, par le mélange conscient des deux, ce que certains scientifiques appellent des états modifiés de conscience, est une sorte de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde objectif et le monde intérieur. Cela mène à une expérience totale, une véritable conscience que nous, ainsi que nos diplômés, pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Ce passage est intéressant parce qu'il va amener cette idée de passage de conscience objective à subjective. Hein, je rappelle, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi nos 2-3 podcasts avec Lee, la notion objectif-subjectif, c'est le monde objectif commun, donc le monde externe, et la conscience qu'on va avoir, nous, en interne, de ce monde-là, des filtres qu'on va avoir et comment on va pouvoir travailler en interne pour modifier les choses. Et là, c'est intéressant parce que par le mélange conscient des deux, alors ce que nous, en hypnose, on appelle une transe, ce que certains scientifiques appellent l'état modifié de conscience. Ce qui est vraiment... c'est une notion, alors là, ce coup-ci, qui est complètement OK dans les sciences. Bon, le mot état modifié de conscience, ces dernières années, il est moins employé, mais ça reste sur une des dernières reviews qu'il y a eu sur l'hypnose, il parle d'état... c'est marrant, il parle d'état plus, d'état supérieur, plus éveillé, plus ouvert de conscience. Quand ils disent on utilise moins maintenant état modifié, mais comme un hyper-état de conscience. C'est intéressant parce que c'est un petit peu le principe souvent que dit... que cherchait à partager José, à dire on est dans un état des êtres humains supérieurs, mais dans une notion
plus conscient de certaines choses. C'est amusant d'entendre que maintenant, dans certains articles d'hypnose, on parlait de ce type de conscience supérieure, entre guillemets, hein, pas du tout on est au-dessus d'eux, c'est juste plus ouvert, plus apte, plus mobile et apportant plein de choses. Ça, c'est plutôt sympa. Tu le vois comment, ce petit paragraphe de José? Tu le comprends comment et qu'est-ce que tu penses qu'est son intention à ce moment-là? Il sait qu'il est interviewé pour un journal scientifique, donc il utilise des expressions plutôt connues par le monde de la science. Il faut aussi rappeler que c'est les années 70 où on a commencé aussi à faire des expériences avec les psychédéliques et justement les états altérés de conscience. Complètement. La troisième section de la BLS, intitulée Projection sensorielle efficace, effective pour nous, hein, met l'accent sur l'expérience directe des facultés sensorielles internes de l'étudiant à travers une orientation psychique, c'est-à-dire sur la validité de sa perception subjective. Je trouve que c'est super bien expliqué, c'est clair. Donc, en gros, permettre à l'étudiant de pouvoir orienter ce qui se passe à l'intérieur pour voir ce qu'il l'intuition, ce que là il appelle sa perception subjective, elle est OK ou non OK. Mais c'est bien d'utiliser le mot perception subjective, sachant qu'il l'a en amont défini. L'étudiant projette mentalement son esprit dans des cubes métalliques pour établir des points de référence dans le royaume de la matière inanimée, dans des feuilles de plantes pour établir des points de référence dans le royaume de la matière animée végétale, et dans la vie animale pour établir des points de référence dans le royaume de la matière animée animale. Grâce à sa pratique, pour atteindre une conscience accrue à des niveaux plus profonds de l'esprit et à ses compétences en imagination et visualisation développées dans la section 101-202, l'étudiant gagne en confiance et se perçoit comme un individu plus conscient et plus perceptif. Là, il décrit vraiment le 303 qu'on connaît. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Ce qui est intéressant là, dans sa démonstration, en tout cas dans ce qu'il veut mettre en avant, c'est vraiment cette idée de chaque étape de la méthode a été réfléchie d'une certaine façon pour offrir et permettre de passer des niveaux, entre guillemets, des aptitudes, des compétences, développer plutôt des aptitudes et des compétences pour aller un peu plus loin au niveau d'après. Ensuite, l'étudiant commence à utiliser sa faculté intuitive pour l'aider à résoudre des problèmes. Donc, là, on a bien l'état d'esprit de José. On va avoir une relaxation contrôlée qui va être étudiée en 1.0.1 avant le 2.0.2. Puis après, dans le 2.0.2, il va y avoir un ensemble d'éléments qui vont permettre de développer des compétences, des projections et l'utilisation de la relaxation et de différents outils. Une fois qu'on commence à être plus dans le concret avec des éléments qu'on peut objectivement ressentir, percevoir et autres, on passe sur la facette subjective où on va commencer à développer une capacité potentielle de se dire, tiens, je peux avoir confiance dans ce que nous, on appellerait l'intuition, mais à être plus apte à valider sa perception subjective. Et une fois qu'il aura pu amener cette dynamique en place, il va pouvoir utiliser ce qu'il a acquis, c'est-à-dire la confiance dans sa perception subjective, sa faculté intuitive, pour l'aider à résoudre des problèmes. Et on revient sur la philosophie de fond de José, qui est, le but, c'est résoudre des problèmes. Tu n'es pas là pour vivre de la machine à café et prendre du café. Tu es là pour... Donc, life is not a coffee break, il disait souvent. Génial. Donc, effectivement, ce n'est pas une pause café. C'est là pour résoudre des problèmes, pour, en macro, dans l'intention, toujours la même chose, faire que l'humanité soit mieux pour les générations qui nous suivent. D'accord ? Je trouve là l'article, en tout cas, pour nous qui connaissons la méthode, c'est très clair, c'est simple, etc. Donc, le mécanicien pour résoudre des problèmes liés à la matière inanimée. Donc, c'est intéressant parce que
il nous a dit l'étudiant projette mentalement son esprit dans des cubes métalliques pour établir des points de référence dans des royaumes de matière inanimée. Et là, il prend en référence donc le premier et il dit le mécanicien pour résoudre des problèmes liés à la matière inanimée. Donc, on fait quelque chose pas pour rien. En fait, ça va dépendre de ta profession, ça va dépendre de tes besoins. On vous rappelle les fois où les diplômés Silva ou même Lee allaient avoir un problème de voiture. Et chez le garagiste, elle a eu une vision de l'objet, du problème que ça pouvait être. Elle ne connaît rien en mécanique. Et le mécano dit, je vois ce que c'est. Et en plus, le problème, c'est réellement ça, quoi. Donc, c'est assez intéressant. J'arrive à avoir des points de référence. J'ai une intuition. Et ce qui est subjectivement capté dans la matière inanimée peut avoir un lien avec l'objectif, le réel, et qui peut permettre de résoudre des problèmes. L'agriculteur pour résoudre des problèmes liés à la vie végétale, ce qui est la deuxième étape dans le 303. L'amoureux des animaux pour résoudre des problèmes liés à la vie animale. Je trouve que c'est sympa, ce parallèle qui nous fait. Parce que le 303, c'est peut-être celui qui est le moins compris par beaucoup parce que y a une méditation qui est très longue, il y a quand tu nous fais rentrer dans les murs, les objets, les trucs, à bout d'un moment, tu comprends plus trop ce que tu es en train de faire, ça fait déjà 3 jours que tu es là. Bon, bref, il y a plein de choses. Et je trouve que c'est très sympa de dire, tiens, on va travailler sur les cubes métalliques. Vous savez pourquoi? Là, je parle plus pour les instructeurs. Pour que vous ayez des points de référence, ok, mais ça me servira à quoi? Si tu es mécano, ça peut être sympa peut-être d'avoir une intuition de où est le problème. Où tu vas porter oreille, où tu vas peut-être chercher en premier. Si tu es agriculteur, pourquoi une feuille? Ça peut être intéressant de savoir peut-être pourquoi ta plante ne pousse pas ou pourquoi à cet endroit-là, ça n'a pas pris alors que de l'autre côté, ça a pris, etc., etc. Et je trouve que c'est sympa de ramener sur des choses, paradoxalement, très objectives, très concrètes pour motiver les apprenants. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. En fait, je trouve que les gens trouvent que c'est beaucoup plus facile quand c'est quelque chose qui est la vie animée. On aime les plantes, on aime les animaux, etc. On a déjà des points de référence. Mais pour beaucoup de gens, mais la matière inanimée, mais pourquoi ça? Comment ça peut m'aider à résoudre les problèmes? Mais effectivement, c'est comme ça que José Silva lui-même a commencé. Il a utilisé son intuition pour réparer les radios, par exemple. Au lieu de démonter pendant 2 heures et tester, etc., il avait justement son intuition qui lui dirigeait vers le bon endroit où il fallait réparer. Et là, en fait, c'est un exemple vraiment très concret que comment intuition peut vous aider avec la matière inanimée. Ouais, souvenez-vous, il avait réparé des radios que les autres n'arrivaient pas à réparer, et ce qui fait que ça lui avait permis d'avoir une promotion et d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est vrai que c'est des éléments intéressants, mais c'est vrai que tout le monde va comprendre, je comprends mieux pourquoi mon chat dort pas ou a vomi, et de dire, tiens, j'ai une intuition que c'est peut-être qu'il a mangé ça, ou il y a eu ceci, ou que malheureusement dans le parc, il a croqué un truc qui n'était pas bon. Je vais l'emmener chez le veto, ou je vais lui faire ça, ou je vais lui permettre de ceci ou cela. C'est vrai que c'est plus concret pour des gens. Et c'est vrai que la matière inanimée, c'est quand même un peu le mais de quoi il me parle? Mais c'est là où je trouve que toi, tes exemples, ils sont chouettes. Là où tu as un problème avec la voiture, là où tu as pas mal en plus de diplômés qui ont des retours qui ont été sympas à ce niveau-là, à dire, ma batterie ne fonctionnait pas, j'ai essayé de capter pourquoi, et d'un coup, elle a fonctionné. J'ai pu démarrer ma voiture. Et après, j'ai dû la changer, mais ce coup-ci, coup de bol, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle était à 0 à 0. Tu vois, il y a des trucs assez fun et marrants à ce niveau-là. Bien sûr, la vie humaine fait également partie des royaumes animés, et nous progressons vers des problèmes plus complexes, que nous appelons des projets. Alors, souvenez-vous, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé des projets, hein. Mais un problème devient un projet. Vous vous souvenez de cette notion-là? Et je trouve sympa. C'est vrai que parfois, sémantiquement, on oublie. Mais vos problèmes, à partir du moment où ils passent dans le miroir blanc, ils deviennent des projets et plus des problèmes. Chouette. Ouais. J'aime bien relire des choses comme ça. Ça te dit, oui, n'oublie pas, c'est un projet maintenant. Dans le domaine humain, par étapes,
tout comme nous progressons séquentiellement à travers les sections 1.0.1 et 2.0.2. Alice qui lui pose la question, l'idée de faire les choses dans un ordre précis semble centrale dans votre méthodologie. José, c'est exact. Observer, participer et assimiler le matériel présenté sont les moyens par lesquels l'étudiant acquiert son éducation subjective, tout comme il acquiert son éducation objective. La différence réside dans le focus interne plutôt qu'externe. L'éducation subjective concerne la découverte, l'appréciation et l'application du royaume intérieur pour une vie réussie, tandis que l'éducation objective concerne la découverte, l'appréciation et l'application du monde extérieur dans une vie réussie. De notre point de vue, harmoniser les deux conduit à un être humain plus équilibré. Pendant trop longtemps, l'éducation de la vie intérieure de l'homme a été morcelée. La méthode Silva offre un moyen efficace pour lequel les individus peuvent s'éduquer objectivement à leur propre rythme. D'accord? Donc là, on est sur vraiment la notion qu'il veut présenter d'équilibre, de capacité d'équilibre de l'humain, et que tout ce qu'on est en train de bosser dans la méthode, c'est vraiment, on commence par le monde objectif pour aller petit à petit vers le monde subjectif, et après, dans tout le boulot, le monde subjectif devrait vous permettre d'avoir un impact dans le monde objectif. C'est le yin et le yang, hein, c'est vraiment cet équilibre qui est cherché constamment, qui n'est pas quelque chose de passif, mais quelque chose de très actif. C'est du mouvement. C'est le monde extérieur m'impacte, ça va faire quelque chose dans mon monde intérieur. Je vais devoir trouver des réponses dedans, je vais trouver des réponses, je vais le relancer dans le monde extérieur qui va se modifier, ou en tout cas, je vais trouver des éléments pour que ça réimpacte mon monde intérieur de façon différente afin que je me sente mieux et ainsi de suite, mieux, moi, les autres, etc. etc. Tout comme le parent tient la main de l'enfant... Ah non, oups, ça c'est juste après, désolé. La série de conférences de base dure entre 40 et 48 heures. 40-48 heures. Ah oui, c'est ça, tu me disais qu'avant, ils étaient vraiment... C'était 12 heures. Oui. Quelquefois de 9 heures jusqu'à 9 heures. Oui, bah c'est ça. Mais du coup... Et quand moi j'ai commencé, c'était déjà moins aux États-Unis, mais en Espagne, on faisait toujours, en Mexique quand même, on faisait toujours de 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Qu'est-ce qu'il y avait en plus dans ces heures en plus? Mais simplement qu'on a pris beaucoup plus de temps pour expliquer. On n'a pas, aujourd'hui, par exemple, on combine certains exercices. Et là, on a fait, normalement, il y avait 6 exercices par jour, exercices mentaux, et beaucoup d'analogies, de références, d'histoires, etc. Moi, par exemple, quand j'ai assisté à une formation pour les instructeurs guidée par une Mexicaine, elle a dit, mais quand vous parlez des animaux, il faut absolument que vous parlez de ceci et cela. Elle commence à donner des situations où un animal, par exemple, il y avait un très célèbre singe, gorille, je ne sais plus, qui a appris quand même certains mots humains. Donc, il fallait absolument qu'on parle de ça. Donc, on avait beaucoup d'exemples pour donner au public, pour expliquer en fait pourquoi on le faisait. D'accord, ouais, c'était plus autour et ce que les instructeurs pouvaient partager d'expériences, de connaissances qui densifiaient le cours, c'est ça? Voilà, oui. Mais c'est l'utilisation, l'application de la pratique, des concepts et techniques présentées qui constituent les heures pendant lesquelles l'individu s'éduque subjectivement. Tout comme le parent tient la main de l'enfant qui apprend à marcher et que l'enfant lâche la main lorsqu'il se sent sûr de lui, il en va de même avec l'éducation subjective. Les principes sont inculqués, puis deviennent manifestes à travers la pratique. Alors bon, là, j'en profite pour vous rappeler,
C'est bien de connaître les théories. Là, nous, avec Lee, on s'amuse, on revient, on dissèque, on fait plein de trucs autour de la méthode Silva, autour des réflexions qu'on peut avoir. Ça reste des réflexions. Le plus important de la méthode Silva ou de l'hypnose, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Et quand ça ne marche pas, pratiquer. Voilà. En gros, oui. Le cœur de tout, c'est la pratique. Et vous verrez que plus vous aurez pratiqué, puis après, paradoxalement, l'aspect théorique est sympa. Moi, tu vois, je vois même dans les sports, qu'importe lesquels, j'aime ce côté où il y a des moments, je suis un peu complètement idiot et stupide, bourrin, je répète, je sais pas trop ce que je fais, je comprends pas ce que... J'écoute le prof, je comprends pas ce qu'il me dit, je dis ok, vas-y, je fais, puis un jour, avec la maturité, avec la distance, avec un peu la maîtrise, tu vois. Avec la maîtrise, tu n'es plus dans le questionnement ou à l'attente de résultats. Tu sais qu'il y a des moments où ça marchait, des moments où ça marche pas. Et d'un coup, là, l'aspect théorique te rapporte énormément, quoi, te permet de te dire « Ah, mais ouais, j'ai pas compris ou j'ai pas fait ça correctement » ou « Ah, bah oui, mais ça a marché parce qu'il y avait ça en plus et je l'avais pas pris en compte, etc. » Et là, la théorie redevient sympa. Mais n'hésitez pas. Restez dans cette idée où la pratique est quelque chose qui va mettre en avant énormément tout ce que vous avez appris. Et n'hésitez pas à pratiquer n'importe où, n'importe quand. C'est ce qui vous apportera le plus. Et n'hésitez pas aussi pour là, vraiment méthode Silva. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez pratiqué, que vous avez encore des questions, retournez faire les cours. Les cours sont c'est 10 € la journée, c'est ça. Donc c'est 40 € si vous voulez refaire le cycle des 4 jours. N'hésitez pas. Hein. Et en plus, c'est quasiment partout dans le monde. Vous pouvez aller le refaire à un prix, c'est ça, un prix dérisoire à peu près partout dans le monde. Hein. Oui. Non, tu as bien dit, hein, parce que ce n'était pas créé pour être une belle théorie. C'était créé pour pouvoir vraiment fonctionner tous les jours. Moi, je ne sais jamais de dire, écoute, la méthode Silva, ça marche, mais uniquement si tu l'appliques. Ça ne peut pas marcher si tu mets dans un tiroir ou une idée dans la tête, quoi. Oui. Bien sûr. Une technique importante ou une application créative de la méthode présentée dans cette 3e section implique la création subjective d'un laboratoire complet pour résoudre des problèmes. Il est bien connu que résoudre des problèmes majeurs et développer de nouvelles idées résulte de l'extension de la conscience contrôlée dans ce que l'on appelle le royaume subconscient de l'esprit. Bon, pour les hypnos, le subconscient. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de l'esprit, c'est le subconscient. Mais là, il est vraiment en train de papoter de ça. Nous appelons ce royaume la conscience intérieure. C'est le domaine intuitif, la source d'inspiration, le champ de la compréhension créative, ce que Jung appelait l'inconscient collectif auquel nous, en tant qu'êtres humains sur cette planète, participons selon notre propre désir et notre propre compréhension. D'accord ? Et tu vois d'où vient justement le base de hypnovision. Burt's dit, on ne parle pas de subconscient, préconscient, inconscient, on parle de conscience intérieure. Exactement. Donc, c'est exactement ce que José avait dit, c'est la conscience intérieure, oui. C'est simple, c'est on ne va pas se perdre dans des systèmes différents, c'est bien. Ouais, et tu as vu, en gros, il tire quand même de ça, de la notion jungienne. Ça, c'est intéressant. Oui. Intuitif, la source d'inspiration, le champ de la compréhension créative, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, auquel nous, en tant qu'êtres humains sur notre planète, nous participons selon notre propre désir. Ouais, c'est intéressant. Créé à travers son... C'est transpersonnel. Pardon ? Ce qui implique que c'est transpersonnel quand il parle de conscience intérieure. Il ne dit pas direct, mais le fait qu'il fait référence à l'inconscient collectif de Jung implique justement que ça dépasse l'individu. Oui. Exactement. Oui, parce que là, pour ceux qui ne sont pas forcément très jungiens, c'est une des logiques de Jung. Il va dire qu'il y a des logiques individuelles qui vont être liées dans l'inconscient personnel, dans ton inconscient. Donc, ce qu'on dira une conscience intérieure autonome, entre guillemets. Mais en fait, elle est tellement touchée par l'ensemble des cumuls des consciences de tout le monde, plus l'ensemble de l'histoire, plus l'ensemble de la culture, plus l'ensemble de la vie, qu'il y a un inconscient collectif qui va faire bouger les gens, les groupes,
en fonction des lieux, des endroits, etc., qui va donc toucher l'inconscient individuel et impacter l'être humain dans un grand tout. Mais inversement, l'inconscient individuel va avoir un impact pour nourrir un inconscient collectif qui va dès lors impacter plein de gens. Parce qu'un groupe de personnes croit en quelque chose à un moment donné, que d'autres personnes peuvent y croire, mais du coup, on a influencé en ayant personnellement une croyance, une idée qui est devenue collective, donc d'autres personnes l'ont eu, donc ce que j'ai pensé a pu créer chez quelqu'un d'autre la même pensée ou un impact quasi similaire que ce que j'ai vécu, alors que cette personne, je ne la connais pas. Et du coup, c'est l'inconscient collectif. C'est très intéressant comme concept de pensée. Et comme dit Lee, ça donne une idée sur la logique de José à dire, bah, je peux potentiellement impacter toi, l'autre, cet inconnu, non pas par la magie, mais par cette espèce de notion d'inconscient collectif, comme si je passais par un transfert de mon inconscient vers cette espèce d'énorme routeur qui est l'inconscient collectif, pour qu'il puisse arriver à ton inconscient à toi. Comment, pourquoi, il y a plein de choses qui se poseront comme question, mais l'idée est vraiment, elle est sympa. C'est sympa de rajouter Jung au milieu de ça. T'avais entendu José parler de Jung un petit peu? Pas beaucoup à l'extérieur, mais il a étudié Jung, il a étudié beaucoup de philosophes, de psychologues. Il a lu, mais vraiment des centaines de problèmes, les milliers de livres. Mais c'est intéressant comment tout ça c'est revenu dans les années 60-70, quand on parlait du 5e sens, par exemple, et The Field, le champ. Donc, on n'a pas fait référence à Jung, mais c'est le même concept. Oui, tout à fait. Mais c'est en ça où Jung a eu, en reprenant une forme d'orientalisme dans certains aspects, a ouvert une logique psychologique très intéressante. Après, les obédiences y adhèrent ou pas, mais là je trouve que c'est cool parce qu'en rajoutant ce côté un peu jungien, quand on va dire, mais attends, comment il est possible qu'au travers d'un cas, je puisse avoir un impact sur, bah, si on reste un peu jungien, on pourrait dire, bah, toi, ton inconscient a une intention liée d'un autre inconscient qui est celui de quelqu'un qui te l'a demandé. Mais donc, ensemble, vous êtes liés dans un inconscient collectif, ne serait-ce que par la synchronicité de vous rencontrer ce jour-là à ce séminaire. Donc, vous êtes déjà dans l'action de l'inconscient collectif. Et du coup, la personne A qui t'a demandé de traiter la personne C, toi en tant que personne B, bah, vu que vous avez déjà été dans le mouvement d'un inconscient collectif qui a créé la synchronicité de votre rencontre, le cas que tu es en train de travailler est déjà plus ou moins directement connecté à vous, vu que A est connecté à C, et que toi, grâce à l'inconscient collectif, tu t'es connecté à A, donc indirectement à C. Et donc, à ce moment-là, ton cas peut devenir ton individualité, inconscient individuel, va se connecter au tout, au travers de A et de C, pour impacter C. Et c'est assez amusant comme logique. C'est une espèce de... Alors, pour nous, hypnose, ça serait une espèce de transe indirecte au travers d'une macro-transe qui serait la transe dite inconscient collectif. C'est une vision que je trouve sympa et qui, tu vois, qui pour une fois nous évite de parler d'énergie, tu vois, là, on revient sur un truc un peu, alors, très particulier pour quelqu'un qui n'aime pas la psycho, tu vois, de quoi tu me parles. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la psycho et aime bien les théories de Jung, tu peux dire, ah ouais, tiens, ça a un sens qui dirait, bah oui, bah voilà pourquoi il y a un impact. Parce qu'en fait, l'impact, c'est parce que je suis dans un champ plus important, une inconscience collective, sur lequel on est en train de corriger quelque chose pour que potentiellement, ça revienne à ta conscience individuelle. C'est sympa, j'aime bien. Créer à travers son imagination un environnement productif pour fonctionner de manière optimale à un niveau subjectif de l'esprit est à la fois un exercice et une récompense pour l'individu. C'est l'espace de travail dans son royaume intérieur. Ouais. Donc, quand il parle d'espace de travail, c'est le labo. Entre autres. Tous les systèmes théistes
que je connais, anthropomorphise, d'accord, ouais, je n'utilise pas beaucoup ce mot-là, les divinités. Ce qui est logique, on le rend humain. Et de la manière similaire, nous créons et reconnaissons nos pouvoirs conscients intérieurs en termes que nous pouvons exprimer efficacement. Okay. Nous devenons conscients de nos conseillers ou guides internes et nous les identifions pour nous-mêmes afin de travailler dans ce royaume intérieur. Le concept des anges gardiens est une notion similaire, mais plus limitée. Ok. Donc, en gros, c'est la création des guides, c'est réellement quelque chose qui permet d'avoir une expression plus directe avec une entité, qu'importe comment on la définit, et qui nous permet à ce moment-là d'avoir des points de référence palpables et compréhensibles dans notre monde intérieur. Comme certains vont imaginer Dieu avec une barbe blanche, etc., etc. Chacun comme Zeus, un petit peu comme. Donc en fait, le fait d'humaniser d'une certaine façon et de pouvoir représenter les conseillers, pas simplement dire c'est des entités X ou Y, permet et facilite à ce moment-là une communication plus simple avec des retours internes qui sont plus faciles à gérer. Ce qui est marrant, c'est pourquoi il dit que les anges gardiens seraient une notion similaire mais plus limitée. Tu sais pourquoi il disait ça, José? Ben, je devine que pour lui, un ange gardien, bon, les conseillers peuvent avoir des aspects d'un ange gardien, mais en fait, il a toujours été très clair que nous, on crée une image qui représente justement notre génie intérieur, pendant qu'un ange gardien peut être considéré comme un autre être. Et ça, c'est limitant quand même. Pendant que si c'est à l'intérieur de nous, on n'a pas de limite. Si c'est quelque chose d'extérieur, on est limité parce qu'on dépend d'une entité extérieure, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours fait très attention de dire que ce n'est pas des entités. Parce que ça implique que c'est séparé et à l'externe. Oui, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'en gros, ce n'est pas déjà soumis à un ensemble de dictates indirects, type une hiérarchie des archanges, des anges, des archanges, etc., une façon de fonctionner, mais une pleine liberté au travers de la création que tu as, avec les limites que tu mettras toi-même et le côté ouvert que tu mettras également. Tu dessines en fait ton propre, ta propre ressource avec les plus et les moins que tu décideras consciemment et inconsciemment dedans, au travers de qui tu vas prendre par exemple comme référence ou comment la personne, le conseiller va venir à toi. Okay. Je crois que ça, c'était beaucoup plus clair. Je me rappelle un moment quand quelqu'un lui a dit, on peut quand même changer les conseillers si on veut. Et il a dit, non, on ne change pas les conseillers. Et je me rappelle, la réaction dit, quoi, moi j'ai changé. Il dit, non, tu peux changer leur apparence. Tu peux changer leur nom, tu peux changer leur... Mais en fait, tu ne changes pas la qualité, justement, de ce... Comment dire, cette connexion avec ta conscience intérieure, si tu veux. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on crée une image externe, mais qui représente quelque chose qui est à l'interne. Donc, un ange gardien, souvent, on va vraiment croire que c'est une entité tout à fait indépendante de nous. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Oui, mais totalement. En gros, là, c'est intéressant parce qu'on revient, et on va conclure là-dessus cette première partie, mais à cette notion ça reste une partie de toi. C'est une partie que tu vas dès lors valoriser, parce qu'en plus, tu l'appelleras le conseiller, tu vois. Donc, c'est une partie élevée de toi, masculine, féminine, que tu vas mettre en avant et après que tu vas formaliser pour que ce soit plus simple que dire c'est la partie éveillée de moi ou la partie masculine éveillée de moi, la partie féminine éveillée de moi. Non, c'est hop, je vois, dès que je pense à ça, ça me ramène à, c'est un ancrage. Et c'est une partie de moi sur laquelle j'ai suffisamment confiance, consciemment ou plutôt subconsciemment,
pour pouvoir dialoguer, demander des conseils, avancer, etc. Mais justement, même dans la théorie du parti de Charles Tibbets, qui est carrément un protocole hypnotique, si on est vraiment coincé, il y a deux parties qui refusent de coopérer, on fait appel à une partie qui représente l'intelligence supérieure ou l'âme, etc., etc. Donc, c'est une partie de soi-même. Tout à fait. Et il y a, alors comment il s'appelle? C'est marrant parce que j'y pensais il y a quelques jours et ça m'énerve, je me souviens plus de son nom. Je vois son visage et tout. C'est un hypno-américain qui a écrit un seul bouquin, c'est un docteur. Et il avait pareil une espèce de inner consciousness, une conscience éveillée en lui. Et pareil, en gros, toutes les séances d'hypnose qu'il faisait, c'était se connecter à cette conscience éveillée et bien la définir dans les premières séances et tout. Et au fur et à mesure, lui poser des questions et faire confiance aux réponses qui allait venir. Et plus tu l'exploitais, et plus dans les séances, il avait des résultats incroyables, parce que c'est comme s'il avait trouvé la source, tu vois, le code à l'intérieur qui donnait des réponses de dingue. Il dit, waouh, là, il vient de me faire une régression, et cette espèce d'entité interne l'aidait à aider des gens. Il était médecin, le gars. Hein. C'est pas Kruger. Non, son nom, il va me revenir. J'ai son visage, mais j'ai son nom. J'y ai pensé il y a 2-3 jours, et je me disais, comment il appelait ça? Alors, je ne sais plus le centre où il avait donné un nom ou une conscience intérieure. Je retrouverai. Mais c'est amusant parce que c'est à peu près le même principe. C'est un utilisateur américain? Ouais, c'est un grand hypno-américain. C'est un médecin. J'avais vu ses vidéos. C'est un mec qui est vraiment, vraiment bien. Je retrouverai un peu plus tard. On va pour l'instant arrêter ici la première partie. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager si vous avez des choses à donner en plus comme détail. Jaeger. Ah, d'accord. Jaeger, hypnosis. Attends, alors lui, il a un truc. Tu vois, mon cerveau, il bug parce qu'il a un truc en tête. Alors, où est-ce qu'il est, Jaeger? Il est là. Ed Jaeger, ça doit être. Oui, je tape. C'est très marrant ça. Je tape sur Internet Jaeger hypnosis. Premier article que je tombe. Alors, bien sûr, hein, c'est sur mon Google. C'est un mec qui s'appelle Christophe Pank qui a écrit l'article. Je le connais, ce gars-là. Ah oui, c'est une vidéo que j'avais fait. Et justement, Jaeger, comment il appelait son truc interne là. Jaeger, concept. Robert Arsaglio, qui avait psychosynthèse, lui, il appelait ça le centre. Ouais, alors non, tu vois, donc c'est pas ça. Parce que ça, c'est le système, mais normalement, il y a une partie supérieure ou centrale ou essentielle, effectivement. Ouais, ça, ça. Oui, il faut que je regarde ça. Tout à l'heure, mais ouais, il est top. Alors du coup, on devait arrêter la vidéo, mais bon, donc si vous avez des questions, vous voulez partager sur Facebook, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, analysez et voilà, concluez. B1